suis de retour chez nous, maître. C'est la belle qui a tué la bête. Bienvenue à Sunnyside, mes petits. Je suis ton dieu. Qui crois-tu être, panda? Le Un menu Dagobert. médiéval avec le jouet. Oui, un menu médiéval. Fais ton grain. Dites-moi comment la compagnie peut faire des profits. Bonne journée. Je ne suis pas satisfait. C'est ça. Vous voyez? Il nous pisse dessus sans même essayer de nous faire croire qu'il pleut. Je vais voir Selfridge. Non, C'est Grace, plus c'est possible. une très mauvaise Ces idée. gens-là se foutent du monde. Je vais leur dire ma façon de penser. On aime l'animation et la science-fiction, bienvenue dans Valentoons, le podcast cinéma. Je suis Valentin, Je suis Cartoons. et nous sommes réunis pour vous parler de The Mandalorian et Grogu. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à celle de Cartoons. Nous sommes aussi présents sur X, Letterboxd et Instagram, vous avez tous les liens dans la description. Et si vous aimez nous écouter, il faut nous soutenir, laissez un pouce en l'air, partagez les épisodes à vos proches et rédigez votre avis dans les commentaires. Dans cet épisode, on va parler avec spoiler de The Mandalorian et Grogu, un nouveau film Star Wars, enfin, entre parenthèses, réalisé par Jon Favreau. C'est produit par Disney et Lucasfilm avec un budget estimé à 165 millions de dollars. C'est avec Pedro Pascal dans le rôle de Mando, Sigourney Weaver qui interprète la colonelle Ward, on s'en balèque, et Jeremy Allen White qui prête sa voix à Rota le Hutt. C'est moi où il met déjà moins de pincettes qu'il y a 2 podcasts. J'arrive pas à me contenir, il va falloir que ça sorte. Donc, je te propose qu'on revienne d'abord à notre rapport à Star Wars en général, rapidement, sur la saga en général, la saga de films. Ensuite, on parlera de la série, puis du film Mandalorian. Je te laisse commencer si tu veux, ou alors tu veux que je commence sur les films? Oh, vas-y, commence sur Star Wars. Pour moi, Star Wars, mon préféré, c'est La Menace Fantôme, et juste après, il y a Le Retour du Jedi, donc un de la prélogie, un de la trilogie originale, ça veut tout dire, parce qu'en fait, pour moi, Star Wars, c'est George Lucas. Star Wars, c'est ce qui est créé, imaginé, conçu par George Lucas. C'est le papa de Star Wars, j'ai grandi avec les 2 trilogies de Lucas, j'ai à la fois l'attachement nostalgique lié à l'enfance, mais aussi et surtout, après avoir grandi, je lui reconnais à lui et à ses films d'immenses qualités cinématographiques, de mise en scène, de révolution technologique, etc. En fait, il y a une phrase qui pour moi définit parfaitement Star Wars, c'est que ce sont des films qui ne ressemblent à aucun autre. Star Wars, c'est spécial, ça ressemble à rien, c'est un ailleurs, c'est l'inconnu, c'est l'exotisme, l'aventure, la politique, la guerre, l'amour. Star Wars, c'est une épopée, c'est une tragédie. Star Wars, c'est tout ça. Star Wars, c'est George Lucas. Donc, il y a ce Star Wars originel, les 6 films, il y a eu le rachat par Disney, le pire jour de toute l'histoire de l'humanité, et les films Disney juste après. Et alors, Disney n'a pas eu que du mauvais, bien sûr, là, je plaisante. Mais Disney n'a pas eu que du mauvais, j'adore Rogue One, c'est un super film, et alors Star Wars 8, Les Derniers Jedi, c'est le seul qui se hisse à la hauteur des Star Wars originaux pour moi, c'est un immense film, je l'adore. Donc en fait, Star Wars Disney n'a pas eu que du mauvais, mais il y a quand même eu une majorité de mauvais. D'ailleurs, au global, c'est une catastrophe industrielle. Je déteste Star Wars 7 et Star Wars 9, ceux réalisés par J.J. Abrams. Star Wars 7, c'est le péché originel, l'origine et le déclencheur de plein de problèmes du Star Wars d'aujourd'hui, et puis Star Wars 9, c'est la confirmation de tout ça, c'est le summum, l'aboutissement de la formule dégueulasse de Disney et de tous les problèmes de cette postlogie. Et puis après, on a Solo aussi, bon, ça, j'en ai rien à foutre, c'est un spin-off raté, c'est sur le côté, je lui prête même pas d'attention, mais il a fait quelque chose de grave, il a flop, et il est responsable du fait que Star Wars peut désormais ne plus être un événement au cinéma. Et rien que le fait que je me foute d'un Star Wars, c'est grave en fait, parce que j'ai beau les détester, mais je m'en fous pas de Star Wars 7 et 9, mais alors Solo, je m'en fous. Donc voilà, sur les 11 films Star Wars, il y en a que 3 que j'aime pas, dont seulement 2 que je déteste, donc en fait ça reste un beau ratio au global. Mais si on zoome sur le Star Wars Disney, le ratio il est négatif. Et alors si on zoome sur les séries, là c'est la bérésina, c'est le vide, c'est le néant artistique. Ahsoka et The Acolyte font partie des pires séries que j'ai vues et des pires affronts possibles à la saga Star Wars. Mais alors Obi-Wan Kenobi, la série, c'est simple, hein, c'est pour moi la pire série de tous les temps, le flop 1 série ever, j'ai jamais vu une merde pareille. Attends, pour Obi-Wan, on peut parler quand même de révolution technique, parce que c'est la première fois que je vois ce que j'appelle, pour moi cette série, c'est l'inauguration de ce que j'appelle la caméra Parkinson. C'est un nouveau concept. C'est une caméra qui gigote tout le temps, elle ne sait jamais se stabiliser, c'est une caméra qui est Parkinson. Je reconnais quand même cette prouesse technique à la série. Évidemment, c'est rhétorique. La seule série Star Wars, en fait il y en a qu'une, la seule série Star Wars que j'aime bien, moi c'est Star Wars Vision. C'est une série anthologique avec chaque épisode qui te raconte une histoire différente, avec un style d'animation différent, c'est une série d'animation, mais chaque épisode est réalisé par un studio différent, donc avec un style différent, et il y a une créativité de malade
malade en fait dans cette série et chaque épisode du coup a une authenticité, une patte artistique différente. Le concept, il est pompé sur ce qu'a fait Netflix avec Love and Robots. Hein. C'était le même délire de faire une anthologie d'animation refourguée à quelques studios sur le côté, quoi. Donc, ouais, c'est vrai, ouais. Bon, c'est vrai que c'est copié. Le concept est copié, mais en tout cas, le fait que chaque épisode est bourré de bonnes idées, que chaque épisode a une créativité de ouf, ça, on peut pas le copier, et ça, du coup, ça apporte à la série au moins une énorme qualité que n'ont pas les films sous Disney. En tout cas, la majorité des films sous Disney, comme je le disais. Après, bon, j'ai pas vu Andor, peut-être que ça relève la barre, et apparemment, c'est très très bien. Mais même ça, en fait, ça suffirait pas à sauver le bateau du naufrage. Star Wars, c'est globalement une catastrophe, en fait, aujourd'hui. Bah, la saison 1, c'est sympa, mais la saison 2, on s'endort, quoi. Trop facile. Oui, mais bon, ça mérite pas que je fasse des efforts, cette industrie. Du coup, Cartoons, qu'est-ce que tu penses de la saga de films et des séries Star Wars? Qu'est-ce que tu penses de Star Wars en général? Bah, moi, Star Wars, j'appréhende cet univers de très loin au début de mon enfance. Je découvre Toy Story 2 avec la fameuse reprise de Je suis ton père, et là, mon papa m'explique que ce n'est pas une invention de Toy Story, mais de Star Wars. Du coup, il me montre l'Empire contre-attaque, et quelques années après, le seul Star Wars que j'ai en DVD, c'est La Menace Fantôme. Donc jusqu'en 2015, avant de découvrir la saga sur grand écran avec Le Réveil de la farce, je connaissais pas Star Wars sur grand écran. Après, voilà, je tacle l'épisode 7, mais j'ai quand même un certain affect nostalgique pour ce film, parce que c'est mon premier Star Wars au cinéma. C'est quand j'ai fini ce film, j'avais des étoiles dans les yeux, et j'ai dit à mon père, maintenant je veux découvrir toute la saga, etc. Donc je pourrais jamais lui retirer ça à ce film, même si en tant que tel, c'est très mauvais comme lancement pour une nouvelle trilogie. Et ce qui me fait d'ailleurs me dire que au final, même si j'ai été très passionné de Star Wars pendant un long moment, il y a que 5 films que j'aime véritablement. C'est mon préféré, La Revanche des Sith, mon deuxième préféré, Les Derniers Jedi, réalisé par Rian Johnson, et la trilogie originale, donc dans l'ordre de préférence, le 5, le 6 et le 4. Voilà. Les autres films, que ce soit spin-off ou les 2 premiers opus de la prélogie, j'aime bien, mais c'est très inégal, et par contre les spin-off type Rogue One ou Solo, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais au moins je peux leur tirer une certaine qualité cinématographique par rapport à The Rise of the Fanfiction, qui est un enfer sur Terre, qui m'a pillé un amour pour la postlogie, qui m'a pillé un amour pour la saga, qui m'a pillé un amour pour des personnages, qui m'a mis une de mes plus grosses désillusions dans la figure. Et ça s'est pas rangé avec les séries, hein, parce que pour moi ils font que de la merde. Hein. Et y a, à part Endor que j'ai un peu envie de sauver, voilà. Après avoir dragué tout le public de la trilogie originale, même s'ils ont tenté de faire quelque chose un peu avec The Last Jedi, ils se sont dit on va draguer tout le public de la prélogie. Du coup on se retrouve avec des abominations comme Ahsoka, Obi-Wan et The Acolyte. Ça drague un peu les fans de Clone Wars, etc. Enfin voilà, qu'est-ce que tu veux que j'argumente là-dessus? C'est mal filmé, on perd tout le gigantisme de Star Wars, de la galaxie. C'est là que pour faire du fanservice, ce qui est ironique quand c'était ce qui était reproché à Star Wars 7, mais bon, je vais rien dire. Donc voilà, oui, comment avoir une poule aux œufs d'or et en faire du lait, quoi, voilà. Ok, bon je propose qu'on parle du coup de la série The Mandalorian, du coup. Et alors, je me permets de commencer. Donc pour moi, la série Mandalorian n'existe que à cause de Boba Fett, à cause de la popularité de Boba Fett, parce que à la base, ils avaient prévu un spin-off sur Boba Fett comme le spin-off Solo. Sauf qu'en fait, vu que Solo a été un échec, le spin-off Boba Fett a été recyclé en série. Ça a été recyclé en série Mandalorian. Et moi, Boba Fett, Mando, les Mandaloriens, en fait, moi je m'en carre le cul. En fait, c'est l'aspect le plus inintéressant de l'univers de Star Wars, pour moi, tous ces trucs-là. Ça tient en 3 raisons pourquoi je déteste Mandalorian. La deuxième, c'est que je déteste la technologie du volume. Donc projeter le décor là, sur un écran LED, ça limite les mouvements de caméra, ça impose des tonnes de limites techniques, et du coup je déteste ça parce que t'es limité dans ce que tu peux faire. Donc du coup ta créativité en est impactée, donc ça, c'est un peu débile d'utiliser ça, mais bon. Et alors la troisième raison et la principale pour laquelle je déteste cette série, c'est que je supporte pas les séries filler, donc avec des épisodes qui ne servent à rien en fait, qui ne servent pas à une narration globale. Et The Mandalorian, c'est que ça tout le temps. T'as un bout d'histoire de temps en temps qui revient, genre avec Moff Gideon, ça revient de temps en temps, mais bon, c'est léger. Et du coup, je m'ennuie profondément, moi, de voir des épisodes de 25 minutes me montrer une aventure sans conséquence, qui changera rien à cet univers, c'est un truc anecdotique dans un coin, ça sert à rien. Et les épisodes fillers, ça sert à quoi? Ça sert à te donner du contenu sur une plateforme, assez de contenu pour faire 8 petits épisodes d'une demi-heure, qu'on remplit de tout et de n'importe quoi, qu'on étire
tire artificiellement, c'est pensé comme du contenu. Il n'y a pas d'intention de raconter une histoire globale. La série n'a rien à dire, elle a pas de commentaires, rien d'épique, c'est du Star Wars low cost pour remplir un catalogue. On n'a donc plus rien de cinématographique là-dedans. Mais peut-être qu'ils se sont améliorés avec le film, hein. Peut-être, oui, peut-être. Alors du coup, je vais te laisser enchaîner sur ton avis sur la série Mandalorian, précisément. Oh, qu'est-ce que je pense de ça Alors, la première saison, j'aime bien, mais c'est le j'aime bien pris avec les plus grosses pincettes du monde, parce que il y a un effort fait sur la photographie. En même temps, quand tu prends celui de The Batman et de Rogue One, voilà, même pour une série télé, ça a son petit effet. On appréhende l'univers d'une autre manière, on va fouiller un coin qu'on n'a pas trop vu dans les films, donc c'est intéressant. Bon, après, oui, la simple existence de cette série qui est juste là parce que Boba Fett a énormément de fans, alors que, je sais pas, il a une mort ridicule dans... Oui, parce que pour moi, il est mort d'une manière pas très gracieuse en plus, et ça, c'est comme Dark Maul. Dark Maul, il est mort à la fin de la menace fantôme, je veux rien savoir. Mais bon, j'aurais pu dire que c'était sympa. Le problème, c'est que... à la réal et à la création de la série, c'est ce putain de tâcheron de Jon Favreau qui est coupable, je vais même pas dire qu'il a fait, mais qui est coupable, voilà, c'est le mot, qui est coupable d'un des plus gros étrons galactiques qui est le Roi Lion de 2019, ainsi que le livre de la jungle de 2016. Voilà, les terreurs nocturnes d'animaux ultra réalistes qui parlent. Voilà, c'est la magie Disney, ça me fait rêver. Hein. Et voilà. Et après, c'est Dave Filoni aussi qui reprend le flambeau. Ouais, bon. Et alors, il avait créé Star Wars Rebels, c'était cool. Mais bon, le melon du gars quand il dit que son personnage préféré c'est Ahsoka, personnage qu'il a lui-même créé, donc le melon du gars, quoi. Et il a fallu évidemment que, une série Star Wars, Disney s'est dit mais ça a beau être Star Wars, hein, et donc une marque interplanétaire, ça va pas vendre assez de peluche quand même, non? Donc du coup, il faut qu'on mette une putain de mascotte qui va accompagner le héros dans toutes ses aventures et qui va faire des bêtises. Ça te rappelle un film, ça? Un film où ils veulent juste que la peluche extraterrestre fasse des bêtises? C'est exactement ça, Et ce que je comprends pas aussi dans la réception, hein, c'est que on a reproché à Rey Skywalker, d'être trop pété, d'être cheaté avec la force sans l'avoir jamais approché, et on lui a reproché ça. On a reproché à la postlogie de mettre des personnages pour juste vendre des jouets avec les porgs. Bébé Grogu, là, il réunit ces deux aspects en pire, parce que ça s'étale pas sur 3 films, mais sur je sais pas combien d'épisodes. Là, ça vous va. Là, vous râlez pas, les fans de Star Wars, hein. Non, parce qu'il fait des bêtises, il est rigolo, il est mignon. Donc, ça va. Bon, la réception, je comprends pas. Enfin, bref, je comprends pas ce que fait Disney avec Star Wars, je vois pas ce qu'il faut faire. Alors, sur Mandalorian et Grogu, du coup, tu veux commencer? Vas-y, commence, à toi l'honneur. Bon, alors j'y vais. Ça fait 7 ans que Star Wars n'est pas revenu avec un film au cinéma, et je pense qu'on va pouvoir continuer à compter à partir de ce chiffre, parce que ce truc-là n'est même pas un film Star Wars, et oui, ça m'énerve déjà. Quel intérêt de faire un film, de dépenser 165 millions de dollars, alors que c'est la même merde que la série? Mais genre, la même chose. C'est une petite aventure, une petite intrigue dans un petit univers avec peu de personnages, ça n'a rien à foutre sur un grand écran. Mandalorian et Grogu, c'est le stade terminal de la marvelisation de Star Wars. Commencé dès 2015 dans le réveil de la Force, quand Poe Dameron s'agenouille devant Kylo Ren et qui lui dit « Bon, je parle, vous parlez, qui commence ?» Et alors ça, c'est une scène inimaginable dans un film Star Wars de George Lucas. Et un peu plus de 10 ans plus tard, il n'y a absolument plus rien qui différencie un film du MCU d'un film Star Wars. Et alors ça, c'est déjà un immense problème, mais il y a un autre gros problème que je déteste dans cette série Mandalorian et dans ce film Mandalorian et Grogu, c'est l'existence de Grogu. Je ne supporte pas cette bestiole, pour 3 raisons. Déjà, c'est un autre représentant de l'espèce de Yoda, ça participe donc à la démystification de l'univers Star Wars, c'est la mort du mystère. Qu'est-ce qui faisait l'intérêt de l'espèce de Yoda? C'était qu'elle était unique. Yoda est le seul représentant de son espèce dans la saga Star Wars. Vous allez me dire, il y a Yaddle dans l'épisode 1, mais c'est un caméo, on s'attarde même pas sur elle a pas une ligne de dialogue, donc ça ne représente rien. Alors que là, Grogu, du coup, est un nouveau représentant de l'espèce de Yoda. C'est-à-dire que
cette espèce n'est plus unique au monde, cette espèce n'est plus totalement inconnue et mystérieuse. Maintenant, on sait qu'il y a plusieurs représentants de cette espèce, qu'en fait, ils grandissent, ils sont bébés. En fait, on en apprend plus sur cette espèce. Et c'est exactement ce qu'il faut pas faire, parce que du coup, ça enlève du mystère. Et le principe de Yoda, c'était que justement, il était mystérieux, et donc on pouvait imaginer, supputer énormément de choses, et que ça rendait cet univers riche. Et bien maintenant, on commence à expliquer, à montrer d'autres représentants de cette espèce, ce qui rend l'univers plus pauvre, qui nous explique plus de choses, donc on a moins d'inconnus, donc on a moins d'imagination, donc cet univers est moins riche. Deuxième raison pour laquelle je déteste ce bébé Grogu, c'est qu'aujourd'hui on fait des versions bébés de tout, parce qu'apparemment des versions bébés de personnages qu'on connaît déjà, c'est forcément mignon. Donc ça fait vendre des peluches, naturellement. Ça passe bien sûr après le bébé dinosaure de Jurassic World Renaissance, et surtout après le bébé Groot du MCU. Évidemment, je parlais déjà du MCU, on est sur la même lignée. Troisième raison pour laquelle je déteste Grogu, c'est un Deus Ex Machina sur pattes. Il n'a aucune personnalité, c'est à peine un personnage. Dans la première saison de Mandalorian, il n'avait même pas de nom, si bien que tout le monde l'a appelé bébé Yoda, alors qu'il n'a aucun lien de parenté avec Yoda. Donc pourquoi tout le monde l'appelait comme ça? Parce que c'est la seule et unique chose qui le définit, être de la même espèce que Yoda. Le machin, il a la même utilité qu'une pierre d'infinité. C'est le MacGuffin que tout le monde cherche, et de temps en temps, il fait un truc magique quand on a besoin. C'est pas un personnage, ce truc. C'est une énorme connerie, c'est une arnaque. Voilà, pour Grogu. Maintenant, le film s'appelle Mandalorian et Grogu. Donc parlons de Mando. Eh bien, Mando, c'est Iron Man. Avec son armure, son jetpack, c'est le même gars. Et alors, du coup, c'est Jon Favreau. Évidemment, Jon Favreau, il a réalisé Iron Man premier du nom. C'est lui qui a lancé le MCU. Pas étonnant qu'on se retrouve avec quelque chose de très proche du MCU. Parce que ouais, Jon Favreau, il s'est pas fait chier. Il a pris deux trucs qui marchaient chez Marvel, à savoir Iron Man et Bébé Groot. Il a appliqué le vernis Star Wars par-dessus. Et voilà, Mandalorian et Grogu. Bon, en même temps, vous avez vu le CV du bonhomme. Jon Favreau, là. C'est lui qui nous a pondu le remake du Roi Lion, là, le pire film de l'univers, juste derrière le remake de Lilo et Stitch. Avant, il t'a fait 2 films Marvel et un autre remake Disney. C'est un putain de tâcheron de Yes Man, le gars. C'est un exécutant de studio. Et alors ce film, Mandalorian et Grogu, il est scénarisé par Jon Favreau, du coup, et aussi Dave Filoni, putain. La plus grande arnaque de toute l'histoire de Star Wars. Avec Deborah Shaw, la meuf qui est responsable de la série Obi-Wan. Et d'ailleurs, ça sent bien que c'est du Dave Filoni, là. Il nous a refourgué son personnage de la série Rebels à la con, là. Comment il s'appelle? Je sais plus, c'est Zin, Zob, Zboob. J'en sais rien, tiens, on va l'appeler Zboob. Et dans la série Rebels, déjà, ils sont immondes à regarder, ces personnages-là. Ça a la gueule d'une série 3D des années 90. Mais là, c'est pas mieux, hein, dans Mandalorian et Grogu. C'est pas mieux, c'est du CGI live action des années 2020 chez Disney. C'est fini à la pisse, ça ressemble à rien. Un design d'animé dans un monde réaliste de live action, c'est comme essayer de rentrer un carré dans un rond, ça marche pas. Et ça marchera jamais. Ça, c'est fait. Voilà. Ce film, enfin, pardon, pas ce film. Ce projet, c'est un relan de série télé. C'est un film dérivé d'une série dérivée de l'univers Star Wars. C'est du dérivé. Donc évidemment, quand on passe le linge plusieurs fois à la machine, il finit par être délavé. Donc c'est ça, Mandalorian et Grogu. Et alors après, on nous dit tout le temps, this is the way, telle est la voie. Et moi, j'ai pas envie de suivre cette voie-là. Et alors pour moi, il y a un élément qui résume parfaitement la débilité abyssale de ce putain de film, c'est le texte d'introduction. Alors au début du film, il y a un texte, contrairement au générique défilant de Star Wars qu'on a dans tous les films de la saga. Alors oui, les spin-offs n'avaient pas de générique défilant parce que ce sont des spin-offs. Là aussi, c'est normal. On va pas reprocher le fait qu'il n'y ait pas le générique défilant. Mais du coup, à la place, comme dans Rogue One et Solo, on a un texte d'introduction, un texte pour te dire, voilà ce qui se passe. Et alors ce texte, mais il est complètement débile. Donc on nous dit, l'Empire est tombé, mais il tente de revenir avant que le Premier Ordre arrive après. Donc on essaye de nous placer un contexte, mais le contexte, il est complètement éclaté au sol. Vous êtes littéralement en train de nous dire que le Mandalorian, il va terminer le travail des héros de la trilogie originale. Parce que oui, en fait, les héros de la trilogie originale, donc Luke, Leia, Han, ils ont juste buté l'empereur. Et après, ils ont rien foutu. Après, ils se sont croisés les bras et ils ont rien branlé. Donc en fait, il reste plein de petits lieutenants de l'Empire que Mando, il doit aller chasser, que Mando doit aller arrêter. Donc en fait, il y a encore tout le boulot, tout le travail à faire parce que les mecs de la trilogie originale, ils ont rien foutu. Donc je me suis tapé 3 films de la trilogie originale et ça n'a servi à rien. En tout cas, c'est ce qu'on me dit après. On me dit, finalement, ce qu'ils ont fait, ça a servi à rien. C'est pour ça que Mando doit faire le boulot. Ok, c'est super. Je me suis tapé 3 films où les héros ont accompli quelque chose et après on vient me dire, mais non, ça a servi à rien. Donc déjà, il y a cet énorme truc à avaler qui est difficile à avaler, mais en plus, il y a un truc encore plus con. C'est que on sait que le Nouvel Empire, donc, le Premier Ordre, issu des cendres de l'Empire, je rappelle, parce que le Premier Ordre dans Star Wars 7, il est issu de l'Empire précédent, donc de ces
petits lieutenants qui ont reformé le Premier Ordre, de ce qu'on en conclut, et on sait que ce Premier Ordre, eh bien, il va arriver dans l'épisode 7. Donc, il va arriver quelques années après les actions de Mando. Donc, en fait, Mando, il peut faire n'importe quoi pour arrêter les sbires restants de l'Empire, là, arrêter ses petits lieutenants et faire ses petites missions. Ça ne sert strictement à rien. On sait que ça va servir à rien. On a vu la suite. On sait que tout ce qu'il va faire ne va aboutir à que dalle. Donc, non seulement tu rends caduque le combat des héros originaux, mais en plus, tu mets en avant le fait qu'il va rien se passer. Parce que même si tu réussis tes missions de merde à la con, eh ben ça va servir à rien. Donc le film, dans son texte d'introduction, me chie sur la saga entière, et il me prévient aussi, au passage, qu'il va absolument rien se passer d'important dans ce film, puisque peu importe ce que va faire Mando, eh bien l'Empire reviendra quand même dans la suite. On le sait déjà. Donc l'intégralité de ce que je vais voir dans ce film et que j'ai déjà vu dans la série n'a servi et ne servira à rien. Voilà, je pense que c'est assez clair. Bon allez, je te laisse donner ton avis sur Bon à rien et croque tout. Bon, avant toute chose, t'as besoin d'un verre d'eau? Oui, je veux bien, s'il te plaît. Je suis un petit peu déshydraté. Trop de sel dans ma bouche, là. Bon, Star Wars 9, c'est 2019? Oui. Ok, donc 7 ans d'attente pour cette fausse à chiotte. Voilà, donc ça c'était pour la vie sans spoiler, maintenant on va pouvoir enchaîner. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? C'est écrit par cette putain de serpillière qui est Jon Favreau, ce n'est à aucun moment un film, c'est 3 épisodes de son show à la con là qu'ils ont combiné pour faire un film, parce que il y a littéralement des moments dans le film où tu te dis putain mais ça c'est une fin d'épisode ça. C'est filmé, c'est pas filmé hein, mais c'est filmé comme un focus sur Grogu, musique de suspense et là écran noir. Là, tu dis clairement, ok, là, normalement, devrait y avoir le générique Disney+. Oui, et en plus, moi, j'en viens à l'inutilité de tous ces programmes. C'est que il y a encore des attardés qui pensent que la postlogie va être retcon par Disney parce que, oh là là, ils aiment pas la postlogie. Bon, moi non plus, j'aime pas la postlogie. Mais déjà, vous croyez vraiment que Disney, avec l'ego qu'ils ont, ils vont retcon leur propre truc? Et surtout, tout ce que fait Disney sur Disney+, depuis Star Wars 9, ça sert à justifier la postlogie. Et ce film, c'est l'essence même, parce que ça nous dit, oh, l'Empire, il peut revenir, etc. Parce que maintenant, il faut finir le boulot des héros de la trilogie originale. Mais donc, ça va échouer, du coup. Vos enjeux, on s'en bat les steaks. Enfin, moi, ce qui m'a le plus serpillé dans ce film, c'est vraiment le contenu, la façon de faire. C'est pas un film, c'est de la VOD projetée sur grand écran. Le public voit rien, ça me rend fou. Et oui, c'est la mode de fabrique que prend de plus en plus Disney. On l'a dit avec Moana 2, enfin Moanal 2, et le putain de Lilo de Stitch de 2025, là. Donc voilà, c'est très bien. Disney, ils foutent tout par terre. Ils continuent à mettre des programmes destinés pour la plateforme, pour le contenu, sur le grand écran, en te faisant dépenser au passage 15 balles de plus pour retrouver un produit que t'auras dans un mois sur leur putain de plateforme. Voilà, je suis très enthousiaste par ce que propose Disney. C'est magnifique, voilà. Et alors déjà que Star Wars 9 avait été une grande désillusion hein, pour moi au cinéma, un Star Wars au cinéma qui me déçoit après avoir découvert la saga avec le 7, avoir adoré le 8 et avoir redécouvert toute la saga, y compris les rediffusions ciné. Putain, attendre 7 ans pour ça, j'ai l'impression qu'un bulldozer m'est passé dessus quoi. Mais vraiment quoi, je suis lessivé par cette putain de serpillière qui est Jon Favreau quoi. Je pense enfin, et on va revenir sur les points du scénario parce que enfin quel scénario déjà. C'est mais vraiment, il y a pas d'enjeu. C'est enfin encore une fois, mais comme à chaque fois avec Disney, il y a pas mais niveau. Ah, j'en bug tellement il y a pas d'enjeu. C'est une aventure annexe. C'est la définition d'une aventure. C'est genre en fait, tu vois les pubs qu'on avait pour Chocapic, les pubs Coco Pops, etc. De deux troufions qui vont arrêter Météore mes couilles là qui tombent sur l'île et ça va transformer les Chocapic. Ce film, c'est ça pendant 2 heures. Non mais tu vois la structure là d'un scénario, donc le premier acte avec la situation initiale, le héros qui est dans son quotidien et qui va être bouleversé, qui va aller à l'aventure, qui va rencontrer un mentor, et après ils vont vivre des petites péripéties, après il y aura la mort du mentor, et puis rencontrer de nouveaux personnages, le climax, l'acte final, la résolution, le retour à la réalité, tout ça. En fait ça c'est tout ce qui compose un film normal. Mais en fait Jean Favreau et Dave Filoni, ils se sont dit tiens, en fait nous ça nous intéresse pas tout ça, faire un film normal, faire un film avec une structure établie depuis des années, non. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre juste la partie péripéties. Nous ce qui nous intéresse c'est
juste la péripétie, la petite aventure, pas de situation initiale, pas de fin, pas de développement de personnage, que dalle. Ils se sont dit tiens, on va juste garder la péripétie. Attends, mais v'là la gueule des péripéties, c'est tout le temps les mêmes, hein. C'est tout le temps les mêmes, hein. Oh putain. Alors je propose qu'on commence par parler du fait que ce n'est pas un film Star Wars, ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'en fait il y a beaucoup de choses qui font que il ne s'inclut pas. Alors avec le fait que oui, c'est une série, c'est un film dérivé d'une série dérivée, tout ça, et donc ça n'a pas la gueule d'un film Star Wars. Moi je voulais commencer par continuer avec ce truc de ça fout en l'air ce qu'ont fait les héros de la trilogie originale. Donc il y a avec le contexte, comme je l'expliquais, mais il y a aussi par exemple avec le fait que buter Jabba ça n'a servi à rien, que les héros de la trilogie originale se débarrassent de lui, ça n'a eu aucun effet, parce qu'en fait il avait toute une famille, il avait des frères, des sœurs, une meuf, un gosse, ils ont repris la boutique familiale et ils ont continué ce que Jabba faisait. Donc tout ce que les héros ont fait dans le Retour du Jedi, à savoir buter Jabba et mettre fin à son empire, tous ces accomplissements héroïques n'ont servi à que dalle. C'est super, c'est par où pour aller se faire foutre du coup? Là pour le coup je te suis pas vraiment, parce que pour moi l'un des problèmes de l'ère Disney avec Star Wars, c'est que ça rétrécit l'univers. Et justement. Non mais là justement, je me dis Jabba c'était pas le big boss absolu, c'est un système qui s'apparente à la mafia. Évidemment qu'il était pas tout seul, il devait sûrement avoir une famille ou pas des partisans, mais des, comment on appelle ça, enfin des sous-familles de son réseau, quoi. Mais je suis bien d'accord avec toi, mais ces personnes-là, ces Hutt-là qu'on voit dans Mandalorian et Grogu, c'est des gens qui se présentent comme les héritiers de Jabba, des continuateurs de ce que Jabba a fait. Je suis bien d'accord avec toi, si on me disait qu'ils n'ont rien à voir avec Jabba, ils ont repris le job sur une autre planète ou quoi, je suis bien d'accord avec toi. Mais là, on nous les présente comme des héritiers. Alors, t'as le fils qui veut pas, mais les deux autres, là, ils ont repris le flambeau de Jabba, justement. Donc, on essaie de nous le racoler de faire un lien avec la trilogie originale, rendant caduque ce que tous les héros ont fait. Moi, je peux pas être investi dans une histoire sans que vous me disiez 5 films plus tard que ça a servi à que dalle, tu vois. Et c'est le même problème que ce que je disais au début avec le contexte. À savoir aussi que c'est le tout premier film Star Wars à ne pas préciser au tout début il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. Donc c'est une négation de Star Wars. C'est une négation de tout ce qui est Star Wars en fait. Tous les films, les spin-offs inclus, donc Rogue One, Solo inclus, ont tous présenté cette petite phrase mythique de il y a bien longtemps, Que ce soit le seul qui ne le fasse pas, c'est quand même très symbolique du fait que ce n'est même pas un film Star Wars. Et évidemment, il n'y a pas de générique non plus à la fin. Quand on a le dernier plan là avec la transition en rond traditionnelle, ça n'aboutit pas sur réalisé par Jon Favreau. Non. Ici, on a direct le générique déroulant. Bah oui, parce que le générique, ils l'ont foutu au tout début, comme dans un épisode de série. Donc vraiment, qu'il n'y en ait pas un qui vienne me dire que c'est un film de cinéma. C'est 2 putains d'épisodes de la série collés ensemble et pensés comme tels. C'est pour ça qu'ils ont mis le générique au début. J'avais envie de m'arracher les yeux, quoi. Le générique du début avec les, parce que là c'est la quintessence de la marvelisation, franchisation de Star Wars. C'est que maintenant Star Wars ne se définit pas par sa phrase mythique de début ou son texte déroulant ou sa musique. Ça se définit par ses têtes d'affiche. Parce que oui, apparemment, des putains de tâcherons comme Jon Favreau ou Dave Filoni, maintenant c'est des têtes d'affiche reconnues du 7e art, voilà. Et donc du coup, on a un générique avec le nom du casting des têtes d'affiche. C'est la première fois qu'on a ça dans un Star Wars. J'avais envie de m'arracher les yeux, quoi. C'est comme dans Marvel en fait, les génériques qui sont au début, tu sais, comme dans les Gardiens de la Galaxie, des trucs comme ça. Et d'ailleurs, il faut rappeler toujours dans le côté c'est pas un film Star Wars, il faut rappeler aussi que le film s'est appelé Mandalorian et Grogu tout seul depuis le début du projet, et que ce n'est que très récemment qu'ils ont rajouté la particule Star Wars juste au-dessus. Et Star Wars du coup c'est devenu que ça, c'est une petite particule que tu mets en tout petit pour signifier sa petite appartenance à la licence Star Wars, qui fut jadis grandiose, mais du coup maintenant voilà, c'est juste un petit titre que tu mets au-dessus. Même pas Star Wars Story, non, c'est juste coucou, il y a Star Wars au-dessus. Ouais, et venez pas nous dire, parce que j'en vois beaucoup qui disent ouais non mais c'est un film stand-alone et c'est bien du coup parce qu'en fait c'est une aventure dans un coin et il a pas de lien avec les Star Wars précédents. Mais attendez, vous pouvez pas me dire que c'est un film stand-alone juste parce qu'en fait ils ont pas ramené un Pecno en caméo d'un des films d'avant, Encore heureux qu'ils ont pas encore filé un billet à Lando pour poser son cul dans un cockpit et se marrer pendant une demi-heure. Tout le film Mandalorian et Grogu, ce n'est que pérégrination dans l'univers de Star Wars, pour voir que des choses qu'on a déjà vues ou évoquées dans un film d'avant. Il y a une belle métaphore de ça d'ailleurs à un moment qui m'a fait rire. T'as la meuf là, Sigourney Weaver, elle file à Mando un vaisseau, donc le même qu'il avait déjà là, le Razor Crest là, ou je sais pas quoi. Ouais. Donc elle lui file un vaisseau identique et elle lui dit il est d'époque mais il est nickel. Donc ça veut tout dire. Elle lui file un vaisseau qui ressemble à l'ancien en lui disant t'as vu, c'est comme avant, c'est comme à l'époque, il est nickel, il fonctionne super bien. Comme la saga Star Wars qui essaye sans cesse, sans arrêt de nous reproduire la trilogie originale, celle de l'époque, comme avant. Ça leur a pas suffi de faire ça sur 3 films, voire 4, mais bon. Ah oui, mais c'est pour ça. J'ai vu beaucoup de gens dire ouais non mais en fait c'est un film tout seul, tout ça c'est un Star Wars mais c'est un film tout seul.
Ouais, mais ça ne l'empêche pas de vouloir tout le temps évoquer la trilogie originale et les anciens Star Wars. Donc en fait, c'est un Star Wars, mais qui n'en est pas un. Il a le cul entre deux chaises, c'est le bordel. Mais moi, je retrouve pas de Star Wars là-dedans. Hein. Où est l'aspect gigantesque de Star Wars? C'est le même problème que Pirates des Caraïbes, quand dans les deux derniers, là, t'as l'impression que la mer des Caraïbes, elle a rétréci au point de devenir un lac. Star Wars et Disney, c'est pareil. Et du coup, ça multiplie les références tout le temps. Enfin, les évocations et les références. Par exemple, le vaisseau, là, que j'évoquais, ils le font passer pour le Faucon Millenium. Là, t'as ce boob, là, il dit que c'est un tas de ferraille à un moment. Encore pour évoquer la trilogie originale, on te ressort les Hutt, on te ressort les AT-AT dans une zone enneigée, comme dans l'épisode 5. Par contre, les refs à la prélogie, ça, c'est timide, hein, comme d'habitude. Mais bon, ça change pas. On te fout 3 robots de la prélogie quand t'arrives chez les Hutt et un petit vaisseau de la menace fantôme dans le climax. Et après, tu peux aller te rhabiller, y a rien à voir. Il y a un vaisseau de la menace fantôme dans le hangar, Oui. le parking où il va retrouver Sigourney Weaver là, qui doit faire ses heures, la pauvre. Puis après, voilà. Après la prélogie, elle a des séries entières dédiées au fandom, genre Obi-Wan et Ahsoka, fantastiques œuvres comme on a dit. Non mais t'as vu la gueule des machins. Oui, fantastiques œuvres comme on a dit. Hein. Non mais alors attention, parce que quand je disais ça, c'était pas en mode je veux des références à la prélogie. Hein. Moi quand je disais ça, c'est soit tu t'essayes un peu de faire des références à un peu tout Star Wars, quoi. Tu cibles pas tes références en fonction de ce que les gens sont censés le plus aimer. T'essayes de faire en sorte que cet univers soit cohérent et soit un tout, et pas seulement la trilogie originale ou les films que t'as préférés. C'est ça que je veux dire. Soit tu références un peu tout, soit tu références rien. Puis encore une fois, l'Empire. Il y a que Tatooine et l'Empire dans cette putain de galaxie. C'est un truc de fou. Eh ben justement, je voulais rebondir là-dessus. Tu dis ouais, il y a que l'Empire et que ça. Mais en fait, moi j'ai jamais l'impression du coup d'être dans un film Star Wars, comme on disait, dans une autre galaxie. Et en fait, l'un des symptômes aussi de ça, c'est que tout est dans les détails. Et l'univers Star Wars, les détails en fait dans les films de George Lucas sont très importants. Et pourquoi là ça marche plus? Parce que tout est trop proche de la Terre en fait. Je vais donner des exemples. Dans la scène d'intro où Mando il vient déglinguer le mec là qui parle à des sous-fifres autour de la table et il en butin. Eh ben c'est que des humains dans des habits d'humains et des décors d'humains. La scène du bar un peu plus tard, ben c'est un bar terrestre. T'as un guichet, les bouteilles alignées derrière comme un bar chez nous les humains quoi. Les figurants du bar c'est que des humains. T'as un alien dans l'eau mais c'est le mec que Mando va voir et c'est un humain avec une prothèse quoi. Et pendant les scènes tu sais avec la reine, les arènes romaines, t'as que des humains dans le public qui crient à mort comme dans des combats d'arènes sur Terre. Et les Hutt aussi maintenant qui parlent la langue commune, c'est honteux ça. Là aussi tu veux enlever l'exotisme de Star Wars, ah ben c'est comme ça qu'il faut faire en fait. Tout ça parce que le studio pense que les Américains ils sont analphabètes et ne sont pas capables de lire des sous-titres. C'est pas comme si le film avait non plus les plus longues lignes de dialogue du monde. Normalement les Hutt c'est comme les Wookiees, ils parlent uniquement et exclusivement leur langue native. Vous imaginez vous Chewbacca commencer à parler français ou anglais? Ça va pas dans leur tête pour faire un truc pareil. T'as remarqué en plus les Hutt ils parlent leur langue mais dès qu'il y a une phrase clé pour la compréhension de l'histoire entre guillemets ils la disent en français ou en anglais. Ouais non mais bah oui mais c'est ça le problème, c'est que on va te montrer que oui ils parlent leur langue mais dès qu'il faut faire comprendre quelque chose, allez on va passer en doublé, ils vont parler la langue de tout le monde, comme ça y a pas de problème. Mais du coup c'est que vous allez me dire oui mais tu chipotes machin. Oui je chipote, c'est un détail, mais c'est un détail très important parce que Star Wars c'est que ça. T'as le lieutenant de l'Empire là aussi quand il est capturé il dit je répondrai aux questions qu'en présence de mon avocat. Bande d'abrutis, c'est une phrase d'humain sur Terre ça bordel. On est dans Star Wars putain de merde. À quel moment t'appliques le mode de fonctionnement terrestre de la justice à Star Wars? Ça vaut le coup de situer ce film et cette saga dans une galaxie très lointaine, il y a très longtemps, si c'est pour constamment avoir l'impression d'être avec des humains sur Terre, avec une perruque et un cosplay raté du Comic-Con. Le hangar de Sigourney Weaver là, mais c'est un CDI de lycée hein. Donc c'est pour ça que quand je dis que l'univers Star Wars c'est dans les détails, parce qu'en fait tous ces petits détails dans les films de George Lucas, et ben ces détails là, au lieu d'avoir que des humains, ben c'était des aliens partout, il y avait des vaisseaux un peu partout, donc tu sentais que l'univers était grand, riche, immense, avec plein de créatures, c'est pour ça qu'on aime Star Wars. Dans la trilogie originale un peu moins, mais dans la prélogie j'en parle même pas, il y en a des milliers à chaque plan. Hein. Et donc du coup tu te sens dans Star Wars, et quand t'as les Wookiees ou les Hutt qui parlent leur langue et uniquement leur langue, et ben du coup ça te donne un côté exotique où tu te dis ah bah oui ça c'est étranger, ça vient d'ailleurs, et donc du coup t'es transporté. Les Gungans, oui bah oui aussi. Bah après les Gungans ils parlent aussi la langue commune pour le coup, mais parce qu'aussi ils sont sur une planète hybride. Quand Jar Jar il est face au roi, il parle sa langue. Bien sûr, mais parce qu'aussi ils sont sur une planète hybride, donc c'est justifié par le scénario. Ils sont sur une planète hybride où il y a des humains et des créatures qui ne sont pas humaines, et donc ils ont deux langues, donc c'est plus logique. Alors que les Wookiees ou les Hutt par exemple, il y a aucune raison qu'ils parlent la langue terrienne, enfin la langue commune. Donc non, c'est complètement con quoi. Je vois pas pourquoi on situe ces films dans l'univers Star Wars si c'est pour que ça ressemble à n'importe quel bar ou salle de conférence chez les humains quoi, chez nous quoi. Autant faire un film qui se passe dans notre univers à nous. C'est pour ça que je dis que ça ressemble plus à Star Wars, ça sent plus le Star Wars, ce n'est plus du Star Wars. Ah mais moi rien que le générique ça m'a achevé quoi. Oh là là, les têtes d'affiche dans Star Wars.
Bordel. Est-ce que tu veux parler de Grogu, tiens? Est-ce que t'as des choses à dire sur Grogu? Bah, s'il existait, et s'il existait et que je le voyais dans la rue, je pense que j'aurais envie de lui shooter dedans, quoi, pour déstresser. Non, mais pour moi, c'est comme Rey, en fait. C'est pas un personnage de film. Ouais. C'est un putain de PNJ d'Elden Ring, Oh, et encore, attends, tu vas me faire défendre Rey, c'est chiant, mais et encore Rey, elle a quand même un léger développement de personnage parce qu'il y a le truc avec ses parents, tout ça, donc bon, tu peux pas vraiment les rapprocher. Bah, dans le 8, elle est développée, oui, c'est vrai. C'est le même problème que Rey dans le sens où c'est une putain de balle de ping-pong. C'est un Deus Ex Machina sur pattes. C'est typiquement ce qu'il fallait pas faire avec la Force. C'est que, parce que on dit souvent que, moi j'ai vu beaucoup de gens pour défendre la postlogie justement, que oui, mais vous voyez, George Lucas, dans la prélogie, il a pas montré de nouvelles façons d'utiliser la Force, c'est les mêmes que dans la trilogie originale. Pourquoi il a fait ça? C'est parce que si tu mets plein de pouvoirs cheatés comme ça, et ben au bout d'un moment, tu peux utiliser la Force comme un générateur de Deus Ex Machina. Et ben devine quoi? C'est ce que Disney fait depuis leur première production Star Wars. Parce qu'après Grogu, j'ai rien à dire. Enfin, c'est un bébé. Okay. C'est comme putain, c'est comme cette saloperie de Jack dans Les Indestructibles 2. C'est un bébé et du coup on peut pas le développer. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben du coup pour amuser le spectateur, on lui met plein de pouvoirs. Putain, c'est la même merde que ce connard de Jack. Et alors, tu parlais justement de l'utilisation de la Force autour de dans la saga et comme quoi ça devient n'importe quoi. J'ai des choses à dire là-dessus parce que c'est très flagrant dans ce film-là. Ils ont casé un pouvoir de Star Wars 9. Oui, et ben j'y viens. En mode oh putain. J'y viens, justement, j'y viens. Et donc Grogu quand il utilise la Force, alors par exemple dans la scène d'intro, il plisse les yeux et il met la main en avant pour faire très fort la Force, tu vois. Exactement comme ce que moquait Luke dans l'épisode 8 quand il commence à entraîner Rey. Il dit non mais en fait tu fermes pas les yeux et tu mets pas ta main devant, ça sert à rien, c'est pas comme ça. C'est pas juste la Force, ça va venir à toi. Et Luke, il se moquait de ça, justement, dans l'épisode 8. Ici, c'est juste, bébé Yoda, il ferme les yeux, il se concentre, et hop, il a la Force. Hop, il met sa main devant, paf, il fait la Force. Donc bon, on est vraiment dans une conception extrêmement enfantine et désuète de la Force. Tu me parles de la scène de Star Wars 8, là, mais là, ça va me faire péter un plomb, parce que justement, ce qui arrive après ce passage dans Star Wars 8, c'est l'essence même de la Force, c'est la symbiose. La Force, c'est la symbiose entre la vie et la mort, la brutalité, la violence. Et Rian Johnson avait parfaitement compris ça, parce que la Force, justement, c'est une symbiose. La menace fantôme, c'est l'essence même de ça. Jar Jar, c'est la symbiose entre les Gungans et et les humains, parce que c'est un Gungan, mais il va devenir un membre important du Sénat. On a l'idée aussi on a aussi l'idée de la symbiose avec la problématique du dernier Jedi et du dernier Sith entre Vador et Luke dans la trilogie originale. Donc voilà, c'est des choses importantes ça, et que Rian Johnson justement avait compris dans l'épisode 8, mais non, ça a pas plu, du coup il faut refaire la Force en mode je ferme les yeux et ça vient à moi, voilà. C'est comme ça, ils sont contents, ils ont vu leur petite merde avoir la Force. Oh c'est trop bien, il a la Force, mon petit bébé que j'adore, il a la Force. Wouhou. Et alors, évidemment, vu que on est dans du Dave Filoni, t'as Grogu qui soigne la blessure de Mando avec la Force, ce qui est une connerie abyssale. Et alors, ce qui est encore plus con, mais là on atteint le stade de l'idiotie congénitale, c'est que dans le Star Wars de Dave Filoni, la Force elle permet de guérir des blessures au sabre laser. On le voit dans Ahsoka par exemple. Donc la Force elle permet de régénérer des organes complètement détruits par le laser et de refermer la blessure, de régénérer de la peau et tout le bordel. Par contre là, la Force elle peut refermer la blessure, mais elle peut pas virer le poison du sang de Mando. Donc elle peut créer des organes de toutes pièces, mais elle peut pas virer le poison du sang. C'est n'importe quoi. Chez Dave Filoni, la Force, elle fait ce qui les arrange quand ils veulent, comme d'habitude. On peut pas vraiment appliquer ça à Dave Filoni parce que ce pouvoir de merde, il a été instauré dans le 9. Donc c'était avant toute cette ère des séries avec Dave Filoni derrière. Donc c'est J.J. Abrams qui fait cette connerie-là avec Kylo Ren justement, qui vient de se faire perforer les intestins avec le sabre, et l'autre elle lui fait Dr Shepard de Grey's Anatomy, quoi. Alors non, dans le 9 on t'instaure l'idée que la Force ça peut permettre de transmettre la vie, genre tu peux mettre ton esprit dans un autre et tu vois tu peux faire, il y a cette idée que tu peux faire n'importe quoi avec tout ça. Par contre, elle te montre pas que tu peux ne pas mourir parce que Kylo Ren il meurt quand même. C'est après on dit on peut te ressusciter machin. Je parle de la première scène. Je parle de quand il se bat avec Rey sur les vestiges de l'étoile de la mort. Il y a sa mère qui l'appelle. Il a un moment de faiblesse et du coup Rey elle en profite, elle prend son sabre et elle perfore Kylo Ren de part en part, quoi. Et après il meurt plus tard. Il meurt de sa blessure. Mais non, mais il meurt parce que Palpatine l'a jeté dans le gouffre et qu'il s'est pété 3 côtes et la jambe. Ouais, mais il était blessé depuis ce moment-là. Enfin bon, en tout cas, le 9, évoque cette idée et fait un peu n'importe quoi déjà. Mais c'est chez Dave Filoni et dans les séries Star Wars que ça s'est développé, ça a ruisselé, et que du coup dans Obi-Wan, tu te retrouves avec un mec l'inquisiteur qui se fait transpercer, il survit. Dans Ahsoka, la meuf elle se fait transpercer aussi, elle survit. C'est chez Dave Filoni que ça se développe ça, et que c'est vraiment la Force qui fait ce qui les arrange. Donc oui, il y avait un peu de ça dans le 9, mais ça c'est vraiment développé chez Filoni.
Filoni, et lui il est adepte de ces idées-là, en mode la force, et ben on peut faire ce qu'on veut avec la force. Il te dit même... Et puis les sabres, c'est l'équivalent d'une piqûre de moustique en fait maintenant. C'est ça. Sur au sabre laser. Il te sort même des trucs en mode la force, en fait il y a un univers de la force où en fait tu peux, un monde parallèle de la force, où tu peux voyager dans le temps et toutes ces conneries. Donc Dave Filoni il est très bien adepte de ces trucs-là. Tu me parles du passage dans Ahsoka là, quand elle recroise Anakin. Oui voilà, puis même dans le Légende, il y a tout, enfin non pas dans le Légende mais dans l'univers qu'a créé Dave Filoni, il y a toute cette idée là. Mais bref, sur Grogu du coup, parce que c'est ça en fait, Grogu il soigne la blessure, voilà, alors qu'il peut pas soigner le poison. Bon, et alors en parlant de cette séquence où Grogu il veille sur Mando qui est en réanimation à l'hôpital, c'est le moment de caser toutes les évocations à Yoda dans l'Empire contre-attaque. Donc on lui file une petite canne en bois comme Yoda sur Dagobah, il construit une petite cabane en terre comme Yoda sur Dagobah, il déplace Mando avec la force comme Yoda déplace le vaisseau de Luke sur Dagobah. J'ai compris. Pourquoi vous me refaites la même chose? Et d'ailleurs Mando du coup il est empoisonné, il a besoin d'un remède puisqu'il est pas capable de l'enlever, et donc le scénario il est bloqué. Donc qu'est-ce qu'on fait? On te sort une créature du cul qui va aider Grogu en lui filant un remède. Pourquoi? Pour quelle raison? Il aide deux inconnus en cavale, poursuivis par des Hutt déchaînés qui pourraient le tuer s'ils apprenaient qu'il les a aidés. Donc pourquoi il risque sa vie pour eux? On ne sait pas, ta gueule, c'est le scénario, il est comme ça. Donc faut pas que tu cherches. Cette créature qui est Grogu et qui lui dit à un moment on doit tous apprendre à dire au revoir. Bah non connard, ni Mando ni Grogu il va apprendre à dire au revoir parce qu'ils vont tous s'en sortir sans une égratignure, que personne va crever. Ça fait 3 saisons qu'ils font genre qu'ils vont se dire au revoir. On sait jamais que vous aurez les balls de les faire se séparer. Ils sont trop rentables ces deux putains de personnages. Et bah du coup donc voilà, il y a le gars qui leur dit bah on doit tous apprendre à dire au revoir. Alors il y a aussi un autre truc avec Grogu. Pendant une scène, t'as Mando qui lui dit d'appuyer sur un bouton. Mais Grogu, il sait pas sur quel bouton appuyer. Il hésite. Et c'est exactement la même scène que dans les Gardiens de la Galaxie volume 2 avec bébé Groot qui ne sait pas sur quel bouton appuyer. Pourquoi Grogu il fait ça? Parce qu'il est complètement teubé et qu'il comprend ce qu'on lui dit que quand le scénario il en a besoin. Donc t'inquiète pas, quand Mando il est en difficulté, et ben là Grogu il comprend tout. Il te fabrique une petite cabane en terre quand tu veux, il survit 15 jours à l'aise dans une forêt où tout le monde veut le buter, mais appuyer sur un bouton, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Oh, tu parles de cette scène débile là où il sait pas c'est quoi le bouton pour le lance-roquette qui fait 2 fois la... Attends, mais on peut parler du scénario parce que j'ai jamais vu pire utilisation de MacGuffin, hein. Attends. Donc le premier MacGuffin c'est quoi? C'est les deux oncles de Rota, c'est ça? Non, c'est le lieutenant de l'Empire là. Oui voilà, premier MacGuffin, le lieutenant de l'Empire, hein. Mais il y a plusieurs MacGuffin, attention, hein. Donc après, celui-là, il doit mener aux Hutt qui ont un truc, qui demandent à Mando d'aller récupérer leur neveu. Et donc du coup après, il doit aller récupérer le Hutt, le neveu qui donc décide de faire un remake de Thor Ragnarok, littéralement. Et du coup après, il y a un autre MacGuffin parce qu'entre temps, il y a un autre méchant qui s'avère être le propriétaire de Rota là, qui fait les matchs. Et du coup, il s'avère que, alors qu'ils sont en train de partir, il s'avère que ce mec-là, c'est le dernier MacGuffin du film qu'il faut aller livrer parce qu'il a des informations sur l'Empire. Je parlais d'univers petit, mais là, ils sont tous dans une chambre, hein. Ils se sont tous rencontrés durant une soirée et en fait, le film, c'est dis donc, tu viens plus aux soirées, là. Mais en plus, c'est mal foutu parce que, tu vois, par exemple, au début, on met 5 minutes à montrer Mando aller chez les Hutt, donc instaurer une ambiance pesante pour qu'au final, il cause 5 minutes encore avec les Hutt et on lui dit d'aller sur une autre planète. Donc Mando, il se barre. Donc on est venu là. Ça a duré 10 minutes. On est arrivé chez les Hutt. On a parlé aux Hutt. Ils nous ont dit d'aller à autre part. Ça a servi qu'à se promener et à visiter le lieu qu'on retrouvera plus tard, en fait. Donc c'est totalement inutile. Aussi, du coup, en parlant des Hutt, on t'explique que les Hutt aussi, ils sont, je cite, très à cheval sur la sécurité. On nous le dit mot pour mot comme ça, hein, quand on arrive sur leur planète, hein. Ils sont à cheval sur la sécurité. Quelques secondes après ça, on te dit qu'il y a un gamin qui a été enlevé, et pas n'importe quel gamin, hein, le fils de Jabba le Hutt. Donc vous êtes vachement à cheval sur la sécurité pour arriver à vous faire enlever un membre de la famille des gouvernants de cette planète. C'est une bande de branquignoles, en fait, les gars. Ils sont à cheval sur la sécurité, mais ils se font enlever leur gamin. Voilà. Et pareil, s'ils sont à cheval sur la sécurité, le petit vaisseau des Chipmunks, là, tu sais, les mecs de Babou Frick, là, de l'épisode 9, tout ça, là. Ce petit vaisseau de merde. Là, il peut atterrir tranquille sur la planète, et il peut échapper au vaisseau d'escorte. Pourquoi? Parce qu'on nous fait comprendre qu'il a la même taille que des oiseaux. Bah oui, comme c'est pratique. Donc les mecs à cheval sur la sécurité, ils repèrent même pas les vaisseaux avec leur signature énergétique. Ou je ne sais quel bidule technologique de merde, hein. Même les humains, on a ça, nous. On peut repérer des vaisseaux sans les voir de vue. Et non. En fait, eux, ils repèrent les vaisseaux à la vue, juste avec le visuel. Donc, bravo les mecs à cheval sur la sécurité, hein. Enfin, si à la limite, ils avaient fait une magouille, un peu comme fait DJ dans Star Wars 8, là, quand il fait tout le truc pour se frayer un passage dans le bouclier de la flotte, là, ça passerait, mais bon, non, on préfère mettre l'accent sur les peluches du film. Oh putain.
Oh. Déjà que j'en pouvais plus de la mascotte là, mais alors les 20 minutes insupportables avec les mignons qui font Mission Impossible dans la truc des huttes là, j'avais envie de péter mon crâne, quoi. J'étais vraiment en mode, oh non, putain, me mettez pas des mignons dans Star Wars, quoi. mais j'en pouvais plus. Et en plus, là, encore une fois, Babou Frick, il avait son langage à lui dans Star Wars 9. Ah bah oui. Je suis en train de défendre Star Wars 9, putain. Il avait son langage à lui. Et là, c'est les voix des mignons. Et non, c'est des conneries. Parce que les mignons, ils ont eux aussi leur langage à eux. Putain! Ah, c'est une catastrophe. Ah, j'en peux plus! Je n'en pouvais plus de ce passage interminable! Oh là là, ils nous refont Toy Story avec les passages dans les conduits d'aération! Je n'en pouvais plus! Oh! Et alors, par exemple, aussi chez les Hutt, il y a un moment, il y a une meuf chez les Hutt, elle fait les Hutt, ils vivent des centaines d'années, un peu comme ton petit ami vert. Elle parle à Mando, donc elle parle de Grogu. Donc en fait, même les Hutt, ils sont pas surpris de voir Grogu. Donc cette espèce, elle est visiblement parfaitement documentée. Ils savent ce que c'est, qu'ils vivent très longtemps, ils sont pas surpris du tout de son existence. Donc en fait, l'espèce de Yoda, elle est passée d'un mystère total pour tout le monde à quelque chose de banal que tout le monde connaît. Oui, mais de toute façon, ça c'est caduque depuis longtemps parce que ils ont mis des flashbacks de l'ordre 66 incluant Grogu, hein. Donc Grogu est canon dans les événements de la prélogie, hein. C'est vrai, putain. Et en plus, ils veulent le protéger. T'as Mando pendant tout le film là, ils veulent protéger ce Grogu. Enfin, c'est son seul truc, hein. Je protège Grogu. Et du coup, il lui file une sorte de gilet de protection, tu sais, la petite amulette de protection là, à Grogu. Mais en fait, ça sert à que dalle. On s'est attardé 3 minutes là-dessus, et jamais Grogu ne sera touché à cet endroit, jamais Grogu ne sera en véritable danger de mort, tout court d'ailleurs, hein. Donc vraiment, c'est la définition de l'inutilité, quoi. Mais du coup, ça veut dire que Yoda, c'est un Lascar, en fait, parce que Yoda, il y avait littéralement, possiblement un membre de sa famille parmi les élèves, ils ont pas trouvé sa dépouille au moment de l'épisode 3, et le mec s'est barré en mode mon échec je reconnais, sans chercher à retrouver le potentiel membre de sa famille pour l'emmener avec lui sur sa planète. Bon bah ok, hein, bon bah... Et alors du coup, dans la série, on nous montre, Mando finalement c'est le papa de Grogu. J'ai du mal avec cette idée. Parce qu'il y a un moment où dans le film où t'as Rota le Hutt du coup, en disant au revoir à Mando, il dit à Grogu, veille bien sur ton père. Mais c'est un babysitter, il a absolument rien d'un père, Mando. Il l'emmène dans ses missions, il le met donc constamment en danger. Tout ce qu'il le fait avec lui. Et ce qu'il fait, c'est risquer sa vie tous les jours. Donc je suis désolé, un père ça fait pas ça. Donc arrêtez avec votre tentative ridicule de créer un lien père-fils entre les deux. À part lui filer à bouffer et lui expliquer tout le temps ce qu'ils sont en train de faire, il y a que dalle les mecs. Et en plus Mando dans le film il se fait capturer 2 fois, donc il laisse Grogu seul et à la merci des ennemis pendant 2 fois de suite, et il manque de crever empoisonné Mando. On fait rarement plus incompétent et pire comme père. Enfin bon, il n'a rien d'un père ce mec. Bah après c'est... Putain je vais défendre ça. C'est la seule figure parentale qu'il a le petit, donc en soi... Bah alors symboliquement c'est son père, mais alors, je suis désolé, hein. Comme je disais, il a rien d'un père, donc à quel moment Grogu s'est attaché à lui quoi. Enfin non, je comprends qu'il puisse s'attacher parce qu'il l'a défendu, mais alors l'accompagner dans ses missions alors que le gars reste quand même un bébé, on nous le fait comprendre et tout, je suis désolé, il y a de l'irresponsabilité là-dedans quoi. Ah bah quand on sait que même le Lando c'est une machine de guerre, non pas... oui, le Lando du bébé, c'est une machine de guerre en fait. Oui c'est ça. C'est le Landalorian. Le Landalorian. Pedro Pascal c'est une tête d'affiche maintenant, donc mais avoir une tête d'affiche et qu'elle soit tout le temps masquée c'est un peu problématique. Comment on fait pour qu'on ait une séquence où il enlève son masque? Tu pourrais justement travailler cette relation père-fils avec un moment où il enlève son masque etc pour parler à son bébé, mais non, le moment où il enlève son masque c'est parce que c'est les méchants qui lui enlèvent son masque parce qu'il s'est fait capturer. Oh là là, ça va être le prétexte pour que Mando il tue les méchants parce qu'ils ont vu son visage. Mais je pense qu'ils se sont assis sur le clavier, ils ont fait vrot-vrac sur le truc et ça a sorti le script, hein. Et en plus, dans les trucs un peu débiles, pendant tout le film, t'as Mando qui parle à Grogu. Et ça sert à rien. Parce que le machin, il comprend un mot sur 4. Il y a des moments où on voit qu'il comprend rien, qu'il sait pas ce qu'il a à faire, et d'autres moments, il lui répond avec des signes de tête. En fait, c'est comme une vieille télé cathodique, tu sais, ça marche une fois sur 2 quand tu tapes dessus. Enfin, Mando, il lui cause pendant tout le film, et en fait, c'est uniquement pour faire de l'exposition. Mando ne parle pas à Grogu, il parle directement au spectateur, pour t'expliquer ce qui se passe, en prétextant l'expliquer à Grogu. Et du coup, c'est tellement artificiel et mal branlé que c'en est ridicule, quoi. Mais c'est ça pour tous les personnages. Le personnage de Rota, c'est quoi ce personnage? S'il te fait pas son monologue devant Grogu et Mando pour expliquer d'où il vient, qui il est et ce qu'il veut faire, c'est pas un personnage, hein. On voit rien de lui. La seule action qu'il fait dans le film, c'est se battre. Lors du remake de Thor Ragnarok, là. C'est sa seule action conséquente dans le film. Eh ben, tu fais
bien de parler de ça, parce que justement, t'as Mando qui va voir Rota une première fois, et le mec, il lui fait le discours sur l'émancipation du père, tout ça, il veut surtout pas ressembler à son père, patati patata. Et Mando, il revient le voir plus tard, une deuxième fois, et Rota lui ressort quasiment mot pour mot les mêmes lignes de dialogue. Il lui refait le discours sur l'émancipation, comme quoi il veut pas ressembler à son père une deuxième fois. Mais du coup... Oui, parce que il s'est on se fout de ma écoulé gueule. 5 minutes entre les deux scènes, on a oublié ce qui s'était passé, tu comprends? Ah non mais j'ai pété un câble. Je dis mais attends, vous êtes en train de me ressortir la même ligne de dialogue les gars. Il me redit la même chose. Je vais juste citer un tout petit point positif. J'ai bien aimé le sound design de la voix, voilà, de Rota. Et il a une espèce de résonance qui accentue un peu près la corpulence du gars et du coup du fait que sa bouche c'est un garage. Mais voilà, ce sera le seul point positif. Tu parlais de la scène là, des gladiateurs, mais Mando en fait il a une morale très variable. Déroger au contrat en risquant sa propre vie là et celle de Grogu pour aider Rota le Hutt, c'est ok. Par contre, aller sauver les innocents qui se font bouffer par les bestioles que vous avez fait échapper de l'arène, dans laquelle vous combattiez parce que vous avez été fait prisonnier, ça non. Ça sans façon, on va les laisser mourir, tant pis pour eux, les innocents ils peuvent mourir. Par contre, risquer sa vie pour Rota, là c'est ok. Il a une morale quand même très variable, le Mando là. Ah oui, parce que, alors par contre, c'est peut-être le Star Wars, si on compte pas l'Ordre 66, c'est peut-être le Star Wars avec le plus de kill count à l'écran. Hein. C'est pas un chasseur de primes, c'est un tueur d'élite. Et puis il tue quand il a envie. En fait, c'est juste, là, il est innocent, j'aime bien sa gueule, il peut vivre, et puis là, bon, c'est des connards, ils peuvent mourir. Enfin, vraiment, c'est quand il décide, quoi. Quand le scénario a besoin. Donc en fait, il a pas de credo. Alors il en a un, mais tu vois, il s'adapte très facilement, quoi. Le credo, il peut en déroger de temps en temps, il y a pas de problème. Enfin, vraiment, mais c'est branlé à la pisse, mais dans tous les sens du terme. Il y a un passage qui m'a tué, j'en pouvais plus. C'est juste après que Grogu, il ait donné le médicament à son papa, et après, il y a un fondu enchaîné où il s'endort, et là, fondu enchaîné, évidemment, le lendemain, il se réveille, papa, il est plus dans la grotte parce qu'il s'est réveillé. T'as Grogu qui sort de la grotte, et derrière, en arrière-plan, t'as Mando qui se relève, mais qui sort, qui fait une entrée de champ parce qu'il est derrière une souche, etc. Mais la façon dont il se relève, j'étais en mode, il a fait caca. Il a fait caca. Allez faire le caca matinal. Oui, c'est ça, il a été chié dans la rivière. Il a été chié dans la rivière d'à côté. Attends, juste la restriction de l'univers, il lui donne des Oreos. Enfin, non, même pas des Oreos. C'est des macarons du McDonald's qui lui donne l'autre, là, à Grogu. Ouais, non, mais c'est des croquettes pour chiens. Il passe Mando, il passe le film à lui filer à bouffer. C'est ça leur relation, en fait. Tu sais, le fameux lien père-fils. En fait, c'est Mando qui passe le film à donner à bouffer à Grogu, et Grogu qui lui renvoie l'appareil, comme Mando, il est en réanimation, là. En fait. Ah, mais c'est pas lui, c'est Rota qui lui donne ça. Il lui donne, je te les confie. C'est de la bouffe. Tu confies pas de la bouffe à quelqu'un. Putain. Ah non, t'as Rota qui fait ça à ce moment-là, mais pendant tout le film, t'as le caméo de merde de Martin Scorsese dégueulasse, là, qui lui file, à qui Mando, il dit, je te donne un billet, mais c'est pour les consommations du petit, parce qu'il est en train de bouffer partout. Et même depuis le début du film, il bouffe absolument tout le temps. Et t'as Mando qui lui jette des croquettes à des moments, tu sais, il lui jette des trucs, et t'as bébé Yoda qui les avale. Il lui file à bouffer tout le temps, c'est ça leur relation. Mais Martin Scorsese, Sigourney Weaver, mais qu'est-ce que vous foutez là? Ah non, mais l'alien joué par Martin Scorsese, c'est une abomination visuelle. Le gars, il a 4 bras, et ils ne vont jamais en faire quelque chose d'intéressant. Ça ne sert à rien. Il utilise ses 2 bras, il utilise ses 4 bras comme s'il en avait 2, en fait. Et les CGI, ils sont finis à la pisse. C'est lui. Oh putain. Oui. Bah ouais, finalement, c'est pas son pire rôle, hein, dans Gang de requins, finalement. Hein. Et tu parlais du coup, dans le visuel, toutes les scènes dans l'arène avec Rota le Hutt ou les autres bestioles, mais c'est ignoble d'oser rendre ça en copie finale d'un film. C'est criminel. Tu me files ça en 2002, déjà, je te regarde mal. Mais alors en 2026, au cinéma, c'est criminel. Ah mais là, vous pouvez tous aller faire vos excuses à Jar Jar. Hein. Ah ouais, non mais franchement, ouais. Et j'ai dit les scènes dans l'arène, mais même si on s'arrête à Rota le Hutt lui-même, mais c'est pas possible. Par moment, on a un rendu proche de celui de Jabba le Hutt dans l'édition spéciale de l'épisode 4, sorti en 1997. Les textures sont grises, il a le regard vide, c'est immonde. Non, même pas. On dirait le Jabba du jeu vidéo que JDG teste. Jabba? Et puis dans la catégorie des horreurs visuelles, t'as la scène où il dévale la colline là au début avec le robot à 2 pattes, mais c'est une torture visuelle. La caméra elle tremble plus qu'à l'intérieur d'une machine à laver. Le robot il est incrusté à la zob, le décor il ne fait jamais vrai, c'est affreux, c'est affreux. Ah oui, et puis le méchant qui s'est téléporté, genre il était en haut dans la forteresse, il s'enfuit, et l'autre il déballe la montagne, il tombe sur les AT-AT, et le méchant il est dans les AT-AT, donc en fait c'est un putain de jeu vidéo, il s'est téléporté. Mais oui, d'ailleurs en parlant de téléportation, il y a un truc débile dans cette scène aussi, dans la scène d'introduction là. T'as Mando et Grogu, ils chevauchent du coup le robot là à 2 pattes, et ils dévalent la colline avec.
manquant de se casser la gueule à plusieurs reprises. Et donc ils sont là en mode on va essayer de contrôler le truc et tout. Et plus tard dans la scène, t'as Mando qui utilise son jetpack pour s'échapper de la TAT qui explose là. Et tu dis mais pourquoi t'avais besoin du robot de merde à 2 pattes pour dévaler la colline juste avant? Utilise ton putain de jetpack, couillon! Non mais c'est complètement con d'avoir ces véhicules sur un chemin aussi casse-gueule. Je parle des AT-AT, oui. hein. Mais ah oui, bah ça aussi, oui. C'est d'une débilité stratosphérique. C'est horrible. Oh là Et alors, là. bah si tu veux, moi j'avais encore des choses à dire sur Sigourney Weaver. Ce personnage, mais c'est le PNJ qui te donne ta quête à faire dans une campagne de jeux vidéo. C'est même pas un personnage. Mando, il vient la voir, elle lui file un job et il se barre. Et en plus, le truc qui m'a fait trop rire, la meuf, elle a des cartes Panini des lieutenants de l'Empire. Ah oui, putain, oh là là. J'ai cru elle allait sortir son album pour les coller et voir si la collection elle était complète. Mais on est où là? Elle te sort sa collection de cartes à jouer là des mecs de l'Empire. Elle en tire un au pif et elle dit bon, allez celui-là tu vas me le chercher, c'est quoi ça? On est dans Star Wars ou pas? Et alors la fin, oh là la fin. La meuf elle sort à Mando. Il faut surtout pas entrer en conflit avec les Hutt, hein, parce qu'en fait eux ils gardent la paix. Enfin on garde la paix avec eux depuis des générations. Sauf qu'à la fin du coup elle hésite pas du tout à mobiliser une dizaine de chasseurs de la Nouvelle République pour sauver un chasseur de primes qui exécute sa mission. Et du coup elle déclare la guerre aux Hutt à ce moment-là. Et son excuse c'est, je cite, nous n'abandonnons jamais nos hommes. Donc du coup il fait partie des hommes de la résistance, le Mando là. Venez pas me faire chier après avec le code des Mandaloriens et les contrats exécutés et toutes ces conneries, son code d'honneur là, hein, j'en ai rien à foutre. En fait c'est juste un membre de l'Alliance Rebelle le mec. Il est juste assez immature pour pas l'assumer et dire alors non, moi je suis un chasseur de primes, je travaille pour vous, mais tout seul, hein, je travaille tout seul, mais je suis quand même un de vos hommes et tout. Non mais c'est tout et son contraire, c'est n'importe quoi. C'est vraiment écrit avec le cul quoi. C'est ce que le film te sous-entend à la fin, vu que l'autre aussi, il dit oh je vais travailler pour la Nouvelle République, ça, j'ai bien envie moi. Tu prends un job comme ça, hein, c'est... Mais je veux bien dans ce cas-là, mais alors ne venez surtout pas me faire chier avec le code des Mandaloriens, leur code d'honneur et toutes ces conneries. Hein. Parce que s'il fait ça, je suis désolé, ça doit pas être dans le code des Mandaloriens d'aller travailler pour la rébellion, la résistance, pardon. Oh. Oui, mais les Mandaloriens, le vrai code d'honneur, c'est qu'ils sont Mandaloriens, voilà. Oh là là. Oh puis attends, ce plan de fin, j'ai été mort de rire. La séquence de fin, ils vont dans l'espace et ils regardent en mode c'est joli, hein. Et il y a un plan où il y a juste l'espace et t'es en mode y a rien. Quoi, je suis censé regarder quoi là? Mais vous êtes fous, hein. Ce coin de l'espace, ce coin carré là, il vaut peut-être un peu plus le coup d'œil. Oh là là, mais c'est vraiment le b.a.-ba de comment tu sais pas finir une vidéo YouTube, ça. Moi, ce qui m'a mis un petit coup derrière la nuque à la fin, c'est Sigourney Weaver, du coup, dans son pilote de merde, elle fait que la fête commence. Et donc, elle te cite Anakin dans La Revanche des Sith, putain. Ça sert à quoi de me dire ça à ce moment-là? En plus, elle dit que la fête commence au moment où elle bombarde le truc des ennemis. C'est fini, du coup, la fête, elle commence pas. Alors qu'Anakin, il dit ça au début de la bataille. Mais vous êtes vraiment des sombres fils de pute, vous comprenez rien de ce que vous faites. Vous citez des trucs aléatoirement, c'est pas possible. Ah ouais, puis elle est encore une... Et puis c'est pas vraiment un PNJ Sigourney Weaver, c'est plus un MJ de jeu de rôle. Ils arrivent au bout du truc qui est sur le point d'exploser et Mando, l'autre là et Grogu là, ils sont en mode si on saute de cette hauteur dans l'eau, c'est la mort assurée. Heureusement que MJ Sigourney Weaver était là parce que il saute dans l'eau et tout va bien. Non mais quand c'est pas Deus Ex Machina Grogu, c'est Deus Ex Machina Sigourney Weaver. Et alors, en parlant de la fin, du coup, il y a un truc mais qui m'a fait mourir de rire. C'est que, du coup, je suis resté pendant le générique déroulant parce que j'étais subjugué de la nullité absolue du truc. Et en fait, à la fin du générique déroulant, il y a le thème de la série Mandalorian et donc du film, mais réorchestré version le dîner de con. On se fout de la gueule de qui, tu sais, la petite musique, la petite guitare toute sympathique, là. Et c'est le thème de Mandalorian, mais version dîner de con. Je vous le ferai écouter si je le retrouve. Ouais. Et c'est ça, hein. Et je me suis dit, oh bah, là, vous avez tout dit, les gars. C'est bon, j'ai compris. Ok, c'est une vaste blague, c'est une comédie, en fait, ce film. Ah mais attends, il y a un moment, il y a une musique, j'ai cru qu'ils allaient mettre une musique pop, hein. C'est, je pige rien à l'OST de ce truc. Ils essaient de te faire un truc cyberpunk, là, à un moment, dans la planète et tout, mais ça ressemble à n'importe quelle ville humaine un peu futuriste. C'est pas ça, Star Wars. Normalement, c'est des trucs, par exemple, il te prend un élément à la base humain. Genre, par exemple, dans l'épisode 3, quand le combat Obi-Wan Grievous. Ils sont dans une espèce de grand cratère, donc comme on pourrait avoir sur Terre. Sauf que l'originalité, c'est que cette civilisation s'est établie dans le cratère
cratères dans les petites fissures et ils ont construit des trucs dans les cratères. Et en plus des trucs avec une architecture qu'on n'a pas sur Terre. Donc en fait c'est ça, on part d'un élément de la Terre et on en fait un truc qui ne peut pas exister sur Terre, qui est totalement fantastique. Et c'est ça Star Wars, ça a toujours été ça. Là c'est juste, ouais, une ville, allez, en 2070 sur Terre, quoi. Enfin vraiment, mais juste ils ont mis des portes qui coulissent, quoi. Allez, pour faire un peu Star Wars. Star Wars c'est des éléments de la Terre revisités, c'est genre le lait, nous on a du lait blanc, eux ils ont du lait bleu. C'est ça Star Wars, bordel. Même la pyramide inversée de Palpatine dans le 9. Ouais, voilà, par exemple. Bon, c'est chiant de citer le 9. Non, mais on en arrive à citer le 9, hein. Putain, on en est là, quoi. C'est quand même un truc de dingue. Non, mais c'est horrible, c'est horrible. Bon, les visuels, moi, pardonnez-moi de ce terme, mais c'est une coloscopie, hein, les visuels. Hein. Même quand ils essaient de construire un plan, ils savent tellement pas gérer la lumière qu'on voit rien. C'est même pas gérer la lumière, ils savent pas gérer la disposition des éléments pour que le plan soit lisible. Il y a un plan que je trouve lisible, il est dans la bande-annonce, ce plan. Il y a un plan que je trouve à peu près lisible, c'est le plan de profil où il y a le serpent qui se révèle devant Mando. C'est le seul plan lisible du film. Voilà. Mais c'est ça qui est incompréhensible, en fait. Je suis d'accord avec toi, ce serpent, là, le dragon de l'eau, il est bien fait. Le problème, c'est que, en fait, tu passes d'un dragon de l'eau, allez, convaincant visuellement, à l'atrocité qu'est Rota le Hutt pendant tout le film, tu passes en fait d'un truc passable visuellement à un truc mais indigne des années 2020 au niveau des CGI à Hollywood, des années quoi. 2000, hein. Ouais, même des années, oui, bah comme j'ai dit tout à l'heure, quoi. Tu me files ça en 2002, moi je te regarde déjà mal, hein. Alors en 2026, c'est des jumeaux ou des siamois, les deux oncles de Rota, là. ouais, je sais pas, et des siamois. On aurait dit que c'était des siamois, mais j'ai rien compris, quoi. Qui est la fille, qui est le mec, je pige rien, moi. Moi, je trouve ça honteux de proposer ce genre de visuel en 2026, quoi. Je crois que je préfère Lilo et Stitch. Oh non, oh là, bah non, sûrement pas. Ah, le Stitch, c'est encore pire. Enfin, tu me diras, oui, c'est dans une catégorie proche quand même, hein, oui. Bah oui, contenu direct VOD mis sur la toile, avec juste la petite merde qui fait des bêtises pendant 2 heures, avec le gros tas de foutre qui sert de méchant au final, quoi. Mais tu te rends compte quand même que Mando et Grogu n'ont aucun développement de personnage. Genre, les deux, ils sont les mêmes au début et à la fin du film. C'est exactement les mêmes. Mais oui, il y a pas d'enjeu, il y a pas rien, c'est un épisode filler, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, oui, mais c'est ça. Ils sont les mêmes, mais à la fin, mais j'en étais sidéré, quoi. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai regardé ça, du coup? Pourquoi j'étais devant ce film à le regarder? On n'a rien appris sur eux. Il y a juste l'autre connard, là, il s'est trouvé une béquille durant le passage sur la forêt, voilà. C'est un truc qui est significatif là-dedans, c'est qu'il y a un moment, au milieu du film, t'as Mando qui il livre le lieutenant de l'Empire, là, à Sigourney Weaver, et après, il nous sort, ouais, j'ai besoin de faire une pause. Et à ce moment-là, du coup, il a accompli sa mission. Sigourney, elle lui en a pas donné de nouvelles parce qu'il fait une pause, donc. Donc en fait, pourquoi je continue à regarder ce film? Et en fait, à ce moment-là, je me suis littéralement dit dans la salle, mais pourquoi je suis encore là? Parce que en fait, tout est résolu et le mec, il va faire une pause et il a pas d'autre mission. Donc pourquoi le film continue? Il a plus rien à faire. Grogu non plus. Pourquoi il y a pas le générique de fin à ce moment-là? On me relance, oui, artificiellement un truc après, mais en fait, à ce moment-là, déjà qu'il y avait pas beaucoup d'enjeux avant, c'était juste l'enjeu de sa petite quête de merde. Après, l'enjeu il est résolu, donc pourquoi je continue à regarder le film? Il y a plus rien qui est en suspens, il y a plus rien qui est là à me dire ah oui, il y a encore ça à régler ou quoi. Non, il a fini, il fait une pause et il va camper avec Grogu en plein truc. J'ai dit mais vous êtes fous ou quoi? Et du coup, j'étais assis dans la salle, je me dis mais pourquoi je suis là? Je ne sais pas pourquoi je suis là. Ah si quand même. Attends, il y a des trucs super intéressants même après que la fin elle soit arrivée, quoi. Je trouve ça tellement captivant de voir Rota et Grogu jouer dans la mer comme deux chiens là, c'est passionnant moi je trouve. Et avec ce discours mais à la mort, tôt ou tard il faudra lui dire au revoir, hein. Mais jamais de la vie vous les séparez, putain. Mais oui, on le sait très bien. Arrêtez de nous faire croire que Mando ou Grogu va crever. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, les deux, tu peux pas dire ouais à un moment il faut apprendre à dire au revoir, ça n'arrivera pas. Vous vous foutez de notre gueule, c'est une phrase de connard. Ça n'arrivera pas. Ouais, c'est comme la Reine des Neiges 2 quand ils nous ont fait croire que Olaf et Elsa allaient crever, les deux peluches du film. Non, évidemment qu'ils allaient pas crever. Bah ouais. Non, mais attends, en plus ils nous font croire que Elsa et Olaf vont crever alors que dans le 1 ils ont même pas eu les balls de buter Guimauve, hein. Mais ils vont tous s'en sortir sans une égratignure, personne va crever. Ouais, pas de conséquences. Il y aura aucune conséquence. C'est juste une petite c'est une péripétie. On n'a pas de début, on n'a pas de fin. C'est voilà, on arrive dans cet univers, on suit ces deux trucs déambulés dans l'univers Star Wars qui n'est même plus proche de l'univers Star Wars. Et à la fin, ils ont fini leur petite aventure, ils vont se coucher et puis voilà, on n'a rien appris, on n'a rien vécu, rien d'épique,
que dalle. Ouais, et l'autre il se fait lobotomiser, mais ouais, bon, un petit bisou de gros goût et il se relève bien sûr, il se relève direct. Non, ça m'agace. Ce genre de film m'agace. Bon, je pense qu'on a tout dit là. Hein. Du coup, c'était de la merde. Hein. Bah vas-y, hein, je te laisse conclure si tu veux. Bah ça part mal. Si c'est pour le retour de Star Wars au cinéma, ça part un peu mal quand même, hein, d'avoir un retour aussi qualitatif pour ça. Bon, attention, la postlogie Star Wars c'est très problématique, mais au moins c'était des films de cinéma, hein, et c'est pas pour faire l'élitiste, qu'est-ce qu'un vrai film, etc. C'était des films qui étaient pensés pour la toile, avec des plans construits pour le cinéma, c'est avec des visuels pensés et des scènes mises en scène pour le cinéma. Là, voir ce que j'aurais pu voir sur mon PC, je crois que j'aurais plus apprécié avec un filtre VHS, hein. Ça aurait mieux collé avec la CG du film, quoi. Donc bah voilà, Mandalorian, je Mandalorian, voilà. Non, bah, je suis d'accord avec toi, mais moi je considère même pas ça. Tu dis ouais, mais c'est pour un retour de Star Wars, voilà. Mais pour moi c'est pas un retour de Star Wars. On m'a balancé un relan de ce qu'est la série Star Wars, qui était elle-même une dérivée de Star Wars. Enfin, en fait, on m'a balancé une copie d'une copie d'une copie d'une copie. Donc en fait, je considère même pas ça. Je considère même pas ça comme un retour de Star Wars, quoi. On m'a balancé une péripétie sur le grand écran, comme on l'a longuement expliqué. Voilà, ça n'a rien de Star Wars. Le générique le générique qui est pas à la bonne place. Il y a bien longtemps dans une c'est même pas il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. Donc comment vous pouvez m'appeler ça Star Wars, bordel de merde? Bon, on va arrêter ça. Ça n'a rien d'un film, et pas, comme t'as dit, un truc élitiste ou quoi. Non, ce n'est pas un film, c'est 2 épisodes d'une série qu'on nous a balancé là, donc ça n'a rien de cinématographique, puisqu'on me narre rien du début à la fin. On me met 2 péripéties. Donc ça n'a rien d'un film, ça n'a rien d'un Star Wars, donc ça n'a rien. Ce n'est rien. Ce n'est rien, voilà. C'est du vide. Le film n'est rien. C'est du vide avec 2 personnages, enfin deux créatures qui errent dans ce monde qui n'a plus rien de Star Wars. Donc 2 entités. 2 entités, voilà, c'est bien. C'est 2 entités qui errent dans ce monde qui n'a plus rien de Star Wars. Et donc c'est pas des personnages, c'est pas l'univers Star Wars, c'est pas un film, c'est rien. C'est le néant. Voilà, dans l'histoire sans fin, là, le néant qui attaque l'univers de l'histoire sans fin, c'est ça, c'est le néant. C'est Mandalorian gros goût en fait qui attaque Atreyu et tout ça. Voilà. Moi je vois juste Mickey qui essaie de faire du bouche à bouche à un cadavre qui vomit du sang depuis que y a plus George Lucas, quoi. Voilà, c'est. Ouais. Il a fait du bouche à bouche, le truc il a juste craché. Il a un peu de sang sur la gueule, le Mickey. Voilà. Bah moi je finirais par dire que ce film c'est un résidu de vomi passé au micro-ondes. C'est un résidu de vomi et passé au micro-ondes, réchauffé, ça a un peu éclaboussé dans le micro-ondes parce qu'il n'y a pas eu la cloche. Tu manges ton vomi, tu le chies, tu le cuisines, tu le remanges, tu le laisses décongeler à la chaleur pendant 3-4 semaines et voilà. Bon, je crois qu'on a été complet. Donc ce fut poétique en tout cas. Hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne après tout ce qu'on vient de dire. Vous allez voir, il y a des moments où on est beaucoup plus positif que ce qu'on a été là. Donc abonnez-vous à cette chaîne et à celle de Cartoons bien sûr. On est aussi présent sur X et Letterboxd et Instagram comme on a dit. Et du coup on se retrouve une prochaine fois pour un prochain épisode du podcast très rapidement. Je rassure les gens, le sel ne sera pas notre obsession. Je tease le futur épisode. C'était Valentin. C'était Cartoons. Ciao. Au revoir. Ouais. C'est fini là? Oui. Bah maintenant je vais te taper.